11 heures normalement. On va commencer. Tout d'abord, bonjour, je suis Benoît Marchais. Aujourd'hui, je suis accompagné de Taya Bagol et tous les deux, nous allons vous présenter les différentes fonctionnalités propres à cette version 5.0 qui est sortie le 14 avril dernier, pour être exact. Pas mal de fonctionnalités intéressantes. Alors, c'est une version intermédiaire, hein, on va le voir d'ailleurs, hein. Je vais vous expliquer le plan de ce webinaire. Avant ça, quelques petites informations techniques. Alors, vous pouvez me voir normalement. Je crois que je partage mon écran. J'espère que vous le voyez bien également. Vous pouvez m'entendre, mais vous ne pouvez pas discuter directement avec nous en utilisant votre micro. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur le chat ou à utiliser la fonctionnalité questions-réponses. Taya tentera d'y répondre au fil de l'eau si besoin, et sinon, je tenterai d'y répondre en fin de session. Alors, cette version est toute récente, donc on n'a pas eu le temps de tout tester, mais normalement, on a quand même pas mal d'informations à vous fournir. Alors, rapidement, alors juste pour information également, pour éviter que vous posiez la question, ce webinaire est enregistré, donc n'hésitez pas d'ailleurs à vous inscrire à notre newsletter, comme ça vous serez informé de la mise à disposition du replay. Hop, normalement, je vais pouvoir, OK. Alors, comme d'habitude, alors je sais qu'il y a pas mal de clients qui se connectent actuellement, donc ça va faire quelques redites pour ces clients, mais ceux qui ne nous connaissent pas, je vais commencer par parler des services que propose Innovation. Donc, Innovation, c'est une structure de 70 collaborateurs répartis sur trois pays, la France, la Pologne et l'Irlande. On est partenaire premium de Moodle, on est aussi partenaire Platinum de Totara. On est certifié ISO 27001 par rapport à la RGPD et la sécurité informatique. On est Microsoft Partner, c'est nous qui intégrons en fait tous les éléments propres à Microsoft dans Moodle ou Moodle dans Microsoft, notamment Teams ou l'utilisation de Copilot par rapport à Moodle. Et on est certifié UGAP. Voilà. Au niveau des services qu'on propose, on touche hein, tout ce qui gravite autour du LMS. Donc le conseil et audit dans le choix stratégique de la solution à proposer en fonction des besoins. On fait de la formation, donc on fait un transfert de connaissances sur les différents produits qu'on propose. Euh, on est également, alors ça c'est, Innovation est à plus d'une trentaine de développeurs, donc c'est vraiment le gros de notre domaine, c'est la notion de développement. On développe un certain nombre de plugins spécifiques qu'on propose à nos clients. D'ailleurs, ce sera l'occasion d'en parler d'ici 2 semaines parce qu'il y a un autre webinaire à venir qui concernera les plugins dans Moodle et on fera bien évidemment un petit topo sur les plugins qu'on a développés. On est hébergeur des différentes solutions sur différents providers, Azure, AWS, OVH ou même des data centers spécifiques à innovation. On a un studio de création qui nous permet d'être force de proposition sur la création de contenu, que ce soit avec des outils auteurs de type Storyline, Captivate, etc., ou directement avec les outils que propose Moodle et Totara. Et enfin, on supporte et on accompagne les différents clients que l'on héberge sur les différents aspects, que ce soit fonctionnels ou techniques. Voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant passer au plan du webinaire. Alors, un plan assez simple. Comme d'habitude, comme il s'agit en fait de présenter un saut de version, le premier point, ça va être d'essayer de vous montrer un peu les différentes versions qui sont actuellement disponibles sur Moodle et quelles sont celles qui sont stables et vous alerter sur peut-être la nécessité d'anticiper ou non d'ailleurs la montée de version sur la version 5.0 ou autre, donc que vous ayez une vue assez globale des différentes versions disponibles et quand est-ce qu'elles sont censées s'arrêter. Après, je rentrerai directement dans le vif du sujet. J'irai sur une instance à nous qui a été customisée par Innovation, mais bon, ça change pas grand-chose. L'idée, ce sera de faire un focus sur les différents points intéressants et dans un premier temps, regarder ce qui se passe au niveau du système et des choses qu'on ne voit pas forcément. Donc là, je vous parlerai de Bootstrap 5, de la suppression de certains plugins, la mise à disposition, la possibilité, par exemple, de mettre en place des filtres dans les menus ou voilà, différentes petites choses qui rayonnent plutôt au niveau système et pas forcément spécifiquement dans le cours. Et après, on rentrera dans le cours pour aller voir ce qui s'y passe avec notamment, bien évidemment, l'intelligence artificielle. Alors, on verra que pour l'instant, il y a encore pas mal de choses, de chemin à parcourir avant d'avoir quelque chose de performant, mais il y a des choses
qui fonctionne déjà bien. Euh, je vous parlerai de Tiny MCE parce que c'est l'éditeur maintenant par défaut. D'ailleurs, Atto disparaît, hein, on en parlera également. On parlera de la banque de questions où il y a eu beaucoup de choses effectuées et un changement assez drastique du fonctionnement qu'était la banque de questions sur les versions précédentes. On fera un focus sur les activités devoirs, parce qu'il y a pas mal de choses qui ont vu le jour sur l'activité devoir, et notamment la partie notification SMS qui ne concerne actuellement que le devoir. Après, je ferai quelques petits points à droite, à gauche sur des éléments qui me semblent importants. Sachez que toutes les nouveautés de Moodle sont présentes sur un document. Vous tapez nouveautés de Moodle 5.0, vous allez avoir des screenshots des différents éléments importants. Et puis, vous pouvez même aller sur les notes de version. Et là, vous avez vraiment le détail de toutes les actions qui ont été effectuées, toutes les fonctionnalités ou développements qui ont été mis en place sur cette version 5.0. À chaque fois, ça vous renvoie vers le Jira, vers l'outil de ticketing et de gestion de projet de Moodle HQ, mais vous avez déjà pas mal de choses en fait qui vous seront indiquées par le biais de ces différents documents. Voilà, on va rentrer du coup tout de suite dans le vif du sujet. Alors, le premier point, ça va être les informations importantes par rapport à cette version 5.0. Donc, la version 5.0 est sortie en avril 2025. La fin des mises à jour, donc 5.1, point 2, point 3, etc., se terminera en avril 2026. Donc, ce qu'on appelle une version intermédiaire entre les versions LTS. Les versions LTS, la dernière version LTS disponible étant la version donc LTS, hein, c'est Long Term Support. C'est une version qui sera valable 3 ans. C'est la version 4.5 actuellement. La précédente est toujours valable, elle est toujours disponible. Alors, il n'y a plus de mises à jour qui sont effectuées, mais par contre, vous avez toujours les mises à jour de sécurité qui se termineront fin de cette année. Donc, si vous avez actuellement une version installée et que vous exploitez qui ne fait pas partie de ces versions-là, sachez que, a priori, votre version est obsolète. Donc, on vous invite en fait assez rapidement à soit revenir vers nous, soit revenir vers votre prestataire pour peut-être penser à migrer. Alors, côté innovation, nous, on conseille fortement de rester sur les versions LTS, mais bien évidemment, si vous avez des fonctionnalités qui vous semblent intéressantes sur cette version 5.0 et qui apportent une plus-value, c'est toujours intéressant de migrer sur une version intermédiaire. Par contre, il faudra effectivement suivre les sauts de version intermédiaire pour jusqu'à la prochaine version LTS qui sera la 5.2. Mais si vous avez effectivement ces fonctionnalités qui vous semblent intéressantes par rapport au fonctionnement que vous avez, faut pas hésiter à migrer. Alors sachez que, encore une fois, le support de ces versions intermédiaires est quand même limité dans le temps et qu'il faut quand même assez rapidement faire le saut de version pour avoir la possibilité d'avoir d'autres fonctionnalités ou en tout cas quelque chose de plus stable. Voilà, donc ça c'était rapidement. Je vais du coup directement rentrer sur ma plateforme. Normalement, quand je change d'écran, j'espère qu'il n'y a pas que vous voyez toujours mon écran. C'est bon, on le Ok, voit bien, Benoît. super, merci. Priya. Du coup, là, je suis sur la version 5.0 qui a été customisée par Innovation. Alors, sachez que première chose, il y a des choses qu'on ne verra pas, tout simplement parce qu'en fait, ça touche plutôt au code, ça ne sert à rien de rentrer dans le détail du code. Et un des premiers points, c'est notamment l'apparition de quelque chose qui s'appelle Bootstrap 5. Sachez que la plupart des thèmes qui sont utilisés sur Moodle s'appuient sur le thème principal, enfin, le thème standard, hein, qui est proposé par Moodle HQ, qui s'appelle Boost. Et avant, on était sur une version en fait, de Bootstrap, qui est en fait le moteur en fait, de thème de Moodle. On était sur une version 4.5, je crois. Et depuis cette version 5.0, il y a la volonté de migrer vers quelque chose de plus récent, et notamment cette version 5.0. Donc Bootstrap, pour vous donner un ordre d'idée, c'est ça en fait, hein. C'est un ensemble de composants qui sont disponibles et c'est un moteur qui vous permet d'avoir de thèmes, hein. C'est un moteur de thème qui vous permet d'avoir des agencements un peu déjà préformatés avec un certain nombre de fonctionnalités qui sont déjà présentes. Là, on voit par exemple la possibilité, quand j'appuie sur un bouton, d'avoir des choses qui s'ouvrent à droite, à gauche, etc. Donc tout ça, c'est le moteur qu'il y a derrière. Et ce moteur-là change, on passe de la version 4 à la version 5. Alors pour vous, ça sera certainement assez transparent, sauf si vous exploitez déjà des composants de Bootstrap de la version précédente, parce que les appels en fait à ces petits bouts de code changent. Vous avez en fait ça qui apparaît en plus là, le petit BS pour Bootstrap, qui sont en fait des éléments dans le code qui vont te permettre de déclencher des actions un peu dynamiques.
et animés sur Boost. La plupart des thèmes qui sont utilisés encore une fois, hein, sur Moodle sont des thèmes enfants de Boost. Donc, ils portent, enfin, ils héritent en fait de Bootstrap. Et c'est un point qui est important. De notre côté, ça engendre un certain nombre d'actions, notamment sur tous les Zenocards, pour ceux qui les connaissent, on est obligé en fait de refondre un certain nombre de choses. Donc, c'est pas une petite mise à jour quand même, hein, ça nécessite quand même de revoir un certain nombre de choses à l'intérieur des codes qui ont été développés. Mais la communauté et toutes les personnes en fait qui conçoivent les thèmes et les plugins sont bien au courant de ça et au fait, et donc du coup suivront certainement ce système-là. Autre chose qui est important avant de rentrer et de me connecter, ça va être la disparition d'un certain nombre de choses. Un des éléments que vous avez normalement l'habitude d'utiliser, sauf si vous avez déjà fait cette bascule, c'est l'éditeur, hein. Vous avez différents éditeurs qui sont utilisés dans Moodle. L'éditeur principal qui est utilisé initialement, c'était l'éditeur Atto. Et cet éditeur est maintenant complètement supprimé. Il était toujours disponible sur la 4.5 et là, il disparaît complètement. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le réinstaller, mais il y a la volonté de Moodle d'arrêter complètement de faire en sorte que cet éditeur soit l'éditeur par défaut de Moodle et que ce soit bien l'éditeur TinyMCE qui soit utilisé et récupéré. D'ailleurs, toutes les fonctionnalités propres en fait et spécifiques à Moodle maintenant sont focalisées uniquement sur TinyMCE. Donc, je vous invite à quand même si vous êtes sur une version antérieure, à commencer en fait à regarder ce qui se passe sur cet éditeur et à voir comment vous pouvez l'exploiter au mieux. Alors, c'est pas un gros changement parce que les boutons restent les mêmes, mais il y a quand même une petite ergonomie qui change. C'est quand même intéressant de commencer à anticiper un certain nombre de choses par rapport à ça. Toujours sur des choses qu'on ne voit pas, Moodle a décidé de supprimer certaines activités qui étaient peu ou voire pas utilisées. On retrouve notamment le chat, qui est, alors encore une fois, qui n'est plus une activité native, qui est une activité présente sous forme de plugin additionnel. Et une autre activité, alors pour le coup, je pense que pas beaucoup de monde l'utilisait, c'était l'activité consultation, qui elle aussi disparaît complètement. C'est-à-dire que vous ne l'avez plus, en fait. Sauf à réinstaller les plugins, vous ne les aurez pas forcément sur cette version-là. Alors, je vais me connecter en tant qu'administrateur sur cette plateforme et vous montrer un peu les différents points qui peuvent être intéressants, notamment au niveau système pour commencer avec les choses qui ont été mises en place sur notamment la partie intelligence artificielle. Alors, sur la partie intelligence artificielle, il y avait déjà des choses qui avaient été faites sur la version 4.5. Alors, on retrouve ici, hein, on a un fournisseur supplémentaire qui est disponible. Le fournisseur s'appelle Olama. Alors, c'est un fournisseur qui ne se focalise pas que sur une seule IA, mais il propose en fait un certain nombre d'IA, donc, dont ChatGPT, Mistral, etc. Vous avez aussi la possibilité d'avoir le moteur d'IA chinois. Donc vous avez en fait par ce biais-là la possibilité d'avoir en fait un choix plus large que juste Azure AI et OpenAI, qui sont les différents éléments enfin les différents fournisseurs de base qu'il y avait sur la version 4.5. Ça, c'est première chose. Je retourne sur la partie IA. Quand on utilise le fournisseur, après, on a la possibilité de le paramétrer. Donc, on a la possibilité de limiter un certain nombre de requêtes pour éviter. Alors, sachez que quand vous mettez en place, quand vous interfacez Moodle avec une IA, quand l'IA est interrogée, il y a une facturation qui est faite, hein, ce qu'on appelle les tokens, enfin, en tout cas, des éléments, chaque ping, chaque interrogation va générer en fait quelque chose, un coût derrière. Donc, on a la possibilité de limiter le nombre de requêtes pour éviter justement de dépasser le budget. Et puis sur chaque type de réglage d'action, on a la possibilité d'avoir des compléments d'information. Donc déjà, on a la possibilité, on nous propose, dans le cas en fait des différents modèles proposés, de choisir le type de modèle que l'on souhaite exploiter. On a l'instruction qui va être envoyée auprès de l'IA pour générer ce qu'on veut avoir derrière. Donc là, en l'occurrence, c'est générer du texte. Donc là, vous avez le prompt en fait qui correspond à ce qui est envoyé par Moodle vers ChatGPT pour avoir cette information. Et on va pouvoir quand même pousser du contenu supplémentaire, et cette fois-ci sous forme d'attributs texte.
Là où en fait, quand on était sur quelque chose de personnalisé, il fallait comprendre un peu comment on les envoyait en mode JSON. Avant, il y avait ce système je pouvais rajouter des paramètres supplémentaires sur le prompt qui était envoyé. Maintenant, on l'a directement par le biais de différents comment ça s'appelle, éléments visuels sur lesquels on peut rajouter des informations supplémentaires et ça va vous permettre de dire, OK, est-ce que vous autorisez, là en l'occurrence ChatGPT, à réutiliser différents mots dans l'explication qu'il donne ou est-ce qu'à chaque fois vous voulez qu'il fasse l'effort d'utiliser des mots différents, etc., etc. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais vous avez différentes informations ici, hein, les petits points d'interrogation toujours, qui vous permettent d'affiner le prompt qui va être envoyé pour avoir exactement ce que vous souhaitez en termes de rendu. La conséquence de ça, c'est si je rentre dans une des formations, si je rentre dans l'historique de Moodle, vous avez en fait, quand vous activez ces différentes fonctionnalités, l'utilisateur va les avoir ici. Donc on avait le résumé qui existait initialement uniquement. Maintenant, on a la possibilité d'expliquer. Si je clique sur l'onglet Expliquer, il y a une requête qui est envoyée à ChatGPT et il va me faire en fait un topo. Alors c'est marrant parce que quand je l'avais fait, il m'avait mis un texte qui était quand même assez long, hein. Bon, je ne lui ai pas demandé de résumer, je lui ai demandé d'expliquer, mais ce que je trouvais, c'est qu'il y avait pratiquement peut-être autant de contenu que finalement le contenu qui était disponible. Vous voyez, bon, je ne sais pas vraiment l'intérêt pour l'instant du truc, mais en tout cas, ça existe de cette manière-là. Vous pouvez changer le prompt si vous voulez pour l'affiner. Et on a ce système-là. Cette notion d'IA, on la récupère aussi directement sur l'éditeur, donc par défaut Tiny, hein, directement par le biais de boutons qu'on peut activer ou non, hein, qui permettent de générer du texte ou une IA. Toujours pareil, si je demande de générer un texte, je vais taper mon prompt et il va me générer le texte à droite et je vais pouvoir après l'intégrer directement. Alors, vous voyez, pas grand-chose hein, au niveau de l'IA, si ce n'est que on a maintenant la possibilité d'interfacer directement Moodle avec autre chose que ChatGPT et Azure, mais encore pour l'instant, dans le cours, il y a pas de choses, enfin, en tout cas de fonctionnalités trop poussées par rapport à ça. Toujours sur l'IA, on a maintenant un petit rapport qui est disponible, le rapport d'IA qui permet d'avoir alors, quand un utilisateur se connecte pour la première fois et utilise pour la première fois l'IA, vous allez avoir derrière la possibilité, enfin, il va avoir une obligation, c'est de valider, en fait, d'accepter les politiques et vous allez avoir le rapport qui va vous indiquer qui a accepté ou non ces politiques. Vous allez pouvoir l'exporter. Donc pour la partie RGPD, ça peut être intéressant. Et vous avez également l'usage qui est fait de ces différentes IA et les différentes requêtes qui sont effectuées par qui et dans quel cadre, avec donc le nom du contexte, le jeton qui est utilisé et les différentes informations correspondant à qui a effectué cette action. Voilà, donc pour l'instant, uniquement ça. Donc pas grand-chose d'important sur l'IA, si ce n'est, je vous dis encore une fois, la possibilité d'interfacer directement et donc d'avoir des plugins supplémentaires potentiels qui s'appuieraient sur justement cette interface existante. Euh, alors, on a aussi autre chose d'un point de vue système. Dans le carnet de notes, on a la possibilité d'activer ce qu'on appelle les pénalités de notes. Alors, c'est un système de plugins qu'on peut activer ou non. Donc, vous pouvez gérer les plugins qui concernent la pénalité. Donc, après, vous avez les paramètres qui vous indiquent en fait quelle pénalité vous allez pouvoir mettre en place. Donc, vous allez créer tout simplement des règles. Pour l'instant, les pénalités ne peuvent s'appliquer que sur les devoirs. Mais on pourrait imaginer avoir la même chose avec d'autres activités dans le futur. Donc là, tout simplement, le fonctionnement est assez basique, hein. C'est si vous rendez le devoir une heure après, enfin dans le laps de temps de 1 heure après en fait la date et l'heure de remise voulue, vous allez avoir 5% de pénalité sur la note globale. Et puis pareil, après, en fonction, on peut avoir des choses et jusqu'à définir une pénalité unique qui, une fois qu'on dépasse en fait la dernière règle existante. Donc ça se fait assez simplement, on peut modifier, vous voyez, les différentes pénalités, on ajoute des éléments si on veut, on peut supprimer des règles si on le souhaite, et ça va rayonner directement au niveau système, et on va pouvoir l'exploiter
dans les différentes activités qui sont pour lesquelles ce plugin est pris en charge. Donc là, vous voyez, d'ailleurs, dans le fonctionnement, si vous voulez l'exécuter, il faut aller dans Notes, carnet de notes, définir des règles et ensuite aller sélectionner l'activité correspondant sur laquelle vous voulez en fait voir ces pénalités apparaître. Alors, ça ne veut pas dire que tout de suite après, les pénalités vont se mettre en place, non, parce que vous allez avoir le choix derrière dans le devoir, dans ce cas-là, vous allez avoir le choix d'activer ou non les pénalités pour les personnes qui font des remises. Toujours d'un point de vue système, un point qui est intéressant, je ne sais pas si vous connaissez un plugin qui s'appelle Filter Code, qui permet en fait de mettre en place des filtres. Alors, je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs les filtres, hein. Les filtres, en gros, c'est en utilisant une certaine nomenclature. Là, en l'occurrence, c'est accolade et puis des informations ou des informations entre accolades. Vous allez pouvoir derrière mettre en place des conditions d'affichage où ça va générer quelque chose dynamiquement. Le filtre qui est le plus souvent utilisé, c'est un filtre qui s'appelle filtre de multimédia. Quand vous mettez une URL qui correspond à une adresse YouTube, automatiquement, au lieu d'afficher l'URL, il va vous afficher en fait le player de cette vidéo, avec la vidéo qui s'exécute automatiquement. Donc maintenant, vous avez la possibilité d'exécuter dans le menu principal ici, vous avez la possibilité d'exécuter des filtres, ce qui n'était pas le cas avant, ou enfin c'était le cas, sauf fallait que le thème soit compatible, il fallait que derrière on intervienne potentiellement sur le thème pour rajouter du code pour permettre d'avoir ces actions possibles. Maintenant vous les avez en standard, hein. Donc là alors à quoi ça sert? Alors dans le cas de filter code, typiquement là voilà, j'ai un onglet qui s'appelle mes menus là, hein. Si je sélectionne ce filtre, que je vais dans présentation, que je vais aller sur réglage avancé du thème. Là, je vais avoir la possibilité d'ajouter des choses. Alors, vous voyez que j'ai déjà mis en fait quelque chose. Alors ça se lit comme ça, hein. Si tu fais partie de la cohorte qui a l'ID 1, alors tu affiches ce bouton-là qui s'appelle tous les cours et qui va renvoyer vers l'URL/course. Et je vais rajouter un élément supplémentaire. Voilà, hop. Alors, je ne vais pas le mettre comme ça, je vais le mettre comme c'est un menu secondaire qui est exécuté. Je vais mettre mes cours. Voilà. Et je vais rajouter un petit tiret pour faire en sorte que cette sauce s'exécute directement comme un onglet secondaire. Donc là, vous voyez que directement, il me propose, donc filter code, c'est quelque chose qui va générer un certain nombre d'actions. Et là, l'action qui est générée derrière, c'est d'afficher en fait un menu secondaire avec, enfin un menu de niveau 2, je veux dire, avec les différents cours pour lesquels je suis inscrit. Donc ça correspond à ce que j'aurai sur mes formations. Et donc on peut comme ça aller jouer sur différents éléments. Et c'est ce que je voulais illustrer ici, c'est qu'on peut vraiment avoir des choses qui vont conditionner l'affichage en fonction de ce qu'on connaît de l'utilisateur. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on pourrait avoir, par rapport à un rôle, par rapport à un profil utilisateur, il y a une cohorte ou non, un champ de profil, avoir des choses qui s'affichent directement et dynamiquement sans forcément avoir à recopier ou à jouer sur des CSS pour cacher des choses, etc., etc. Donc voilà, ça, c'est un point qui est important, c'est que à partir de la version 5.0, on a ça nativement et puis ça suivra les prochaines versions. Et donc, on pourra exploiter au mieux, en tout cas, le plugin Filter Code. Voilà. Euh, je pense que sur tout ce qui est, alors sur tout ce qui est système, je referai un check hein, sur les différentes notes de version pour voir si j'ai pas oublié des choses, mais il me semble que je suis bon en fait sur les éléments principaux, enfin, les principaux éléments que je voulais vous montrer par rapport à la version 5.0, notamment en fonction des choses qui rayonnent au niveau système. Alors je vais rentrer maintenant dans ce qui se passe dans un cours. Si je vais dans mes formations, je rentre dans un cours, un cours que j'ai créé au niveau 5.0. Premier point qui voit le jour, premier élément fonctionnalité qui apparaît sur cette version 5.0 et qui est intéressante, c'est cet outil-là, là, l'outil activité. Alors l'outil activité, sert à quoi? Ça sert directement à faire un état des lieux des différentes activités qui sont présentes sur le cours et avec deux vues différentes. Une vue concerne le formateur et une vue qui concerne l'apprenant. Le formateur, lui, et c'est le cas ici, hein, moi je suis formateur dans le cours, hein, j'ai la possibilité d'activer le mode édition. J'ai ici en fait un certain nombre
les différentes activités qui sont actuellement en place sur ce cours. Et si j'ouvre en fait le devoir, par exemple, bah, je vais avoir en fait de manière assez concise les différents statuts et éléments liés en fait au devoir avec des choses, des éléments d'action que je dois effectuer par rapport à ces différentes activités-là. Donc on a toutes les activités ne sont pas regroupées ici, hein. D'ailleurs, vous allez voir que sur pas mal d'activités, je vous parlerai de la banque de questions, hein, pourquoi ça rentre dans les banques, pourquoi ça rentre dans une activité, mais vous voyez qu'on a en fait là actuellement, quand on affiche la banque de questions, elle ne s'affiche pas directement ici, il faut que j'aille sur une fenêtre intermédiaire. Et pareil pour le quiz, quand on est ici, il faut rentrer en fait sur une page intermédiaire pour avoir exactement ce qui se passe sur le test. Mais on a déjà en fait un certain nombre de choses qui se passent de manière globale sur un onglet activité. D'un point de vue du formateur, c'est bah, un récap sur toutes les devoirs ou tous les feedbacks qu'on aurait pu avoir sur ce cours, avec bah, les actions à effectuer derrière par rapport à ça. D'accord? Donc là, la vue enseignant, c'est les actions que j'ai effectuées. Si je me connecte en tant qu'utilisateur, j'aurais peut-être dû le faire sur une autre fenêtre, mais je vais le faire maintenant. Si je me connecte en tant qu'utilisateur, par exemple, je ne sais pas moi, je vais me connecter en tant que Guy, hop, se connecter sous ce nom, continuer. Il a le même bouton, activité, mais bien évidemment, alors je ne sais pas pourquoi il est en anglais, mais enfin, je crois que peut-être qu'il est, j'ai pas mis à jour son profil, mais, mais en gros, lui, il va plutôt être sur un récap de la note que tu as obtenue et ce que tu as terminé, pas terminé. D'accord? Donc, côté formateur, c'est plutôt les actions que j'ai à effectuer, qui rejoint un peu ce qu'on a au niveau du dashboard, hein, mais les actions à effectuer sur les différentes activités propres au cours, là où en fait l'apprenant, lui, va avoir un récap un peu global de ce qu'il a fait ou les actions qu'il a effectuées avec la note correspondante. D'accord? Alors par rapport d'ailleurs à ça, sachez que j'ai mis en place d'ailleurs sur le devoir, je vais me déconnecter, me reconnecter, j'ai mis en place sur ce devoir la notion de pénalité. Et on va aller voir comment ça se passe. Hop, donc je suis dans le cours, je vais aller dans un devoir à faire qui se terminait aujourd'hui à 9 heures. Je vois que il y a une personne qui a remis en fait un devoir, et si je regarde les travaux remis, vous voyez que alors, tout le monde est en retard, hein, du coup, mais il y en a un qui a répondu en fait et qui a déposé quelque chose. Il est en retard et la note c'était 80. La note que je lui ai attribuée, c'était 80%, et par contre, elle a été révisée à 75 parce que bah, il a moins 5 points qui correspondent en fait à- aux pénalités qu'il a reçues par rapport aux 5% en moins qu'il a obtenus. Voilà, donc ça, c'est les éléments qu'on trouve à ce niveau-là, avec la visibilité des différents statuts. Ça a bien été noté, par contre, c'est en retard. Ça a été remis en évaluation. On a les différentes strates correspondant aux différentes actions, et on a bien le retour d'informations. Et d'ailleurs, c'est ce qui apparaît, hein, si je retourne dans le cours, c'est ce qui apparaît dans la note. La note est bien révisée, hein. On a l'information comme quoi elle a été révisée par rapport à une pénalité qui aurait été mise en place. Cette pénalité, on la retrouve quand on est dans le cours et qu'on va sur un devoir, parce que pour l'instant, elle ne s'applique que dans le devoir. Dans l'onglet notation, une fois qu'on a effectué toutes les opérations nécessaires, tout en bas, on a la possibilité de choisir si on active ou non la pénalité. Alors sachez que cette pénalité, là, si je l'active, j'ai quand même la nécessité, comme s'il y a déjà quelqu'un qui a été noté, de réintervenir pour recalculer la note, pour faire en sorte qu'il puisse bah, appliquer la pénalité. Ça ne se fait pas automatiquement. Il n'y a pas de tâche planifiée qui tourne. Il faut manuellement aller recalculer ce qui s'est passé si on l'a fait a posteriori, c'est-à-dire s'il y a déjà eu en fait des remises effectuées. Mais on a cet élément-là qui apparaît et qui est intéressant. Ok, alors donc sur la partie cours, l'onglet activité, sur la partie devoir, cette notion de comment ça s'appelle de pénalité qui peut être mis en place. Et alors concernant le devoir également, alors j'aurais peut-être pu en parler au niveau système. Sachez que maintenant, vous avez tout un système de notification supplémentaire. Vous connaissiez peut-être la notification qui se faisait par courriel ou par push si on utilisait l'application mobile, ou la notification qui était un web, hein, avec la petite cloche, avec le petit 1, 2, 3 en fonction des notifications qui étaient mises en place. On a en fait sur cette version 5.0 un outil supplémentaire qui va permettre de faire de la notification sur SMS. Alors, bien évidemment, il faut
au préalable avoir euh, interfacé Moodle avec un système en fait d'envoi de SMS. Mais une fois qu'on l'a mis en place, derrière, on a cet onglet qui apparaît et on peut l'activer. En l'activant, on a la possibilité d'utiliser, comme les autres notifications, bah, les éléments d'information qui sont les SMS, des notifications qui sont envoyées directement, pour l'instant, uniquement pour la partie devoir. D'accord? À terme, je pense qu'il y aura d'autres notifications qui pourront être prises en charge, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Actuellement, ce qui a été mis en place, ça ne concerne uniquement que l'activité devoir. Ok. Alors, j'en avais parlé précédemment sur la version 4.5. Sachez que vous avez des notifications et des alertes qui sont automatiques maintenant. Notamment, vous avez bah, le devoir qui est à rendre ou un devoir qui est en retard. Il y a des notifications qui s'exécutent automatiquement dès qu'on arrive à une échéance importante de remise de devoir ou de test. Encore une fois, pour la partie SMS, ça ne concerne uniquement que les devoirs. Ok, donc voilà, ça c'est sur la partie SMS. On va aller maintenant sur quelque chose. Alors, vous avez peut-être été confronté à ça pour ceux qui ont commencé à migrer leur plateforme vers la 5.0. Il y a eu un gros changement de fait sur la banque de questions. Et là, ça nécessite qu'on fasse un petit focus particulier parce que c'est un point qui est important pour vous repeindre un peu le fonctionnement de la banque de questions telle qu'elle existait avant. Vous aviez une banque de questions qui pouvait rayonner au niveau système, puis après une banque de questions qui pouvait rayonner au niveau des catégories, puis après on avait une banque de questions qui pouvait rayonner au niveau du cours, et après on a une banque de questions qui rayonne au niveau du test, donc de l'activité, hein. Donc dans différents contextes, on avait cette banque de questions qui pouvait apparaître. Alors ça générait quelques incompréhensions parce que un utilisateur formateur dans un cours ne pouvait pas aller piocher en fait des questions qu'il avait pu générer sur un cours précédent, tout simplement parce qu'il n'avait pas la possibilité d'aller piocher ces questions-là, parce qu'il fallait que les questions qu'il a créées dans ce cours-là soient remontées à une strate au-dessus pour qu'il puisse en fait aller récupérer ces informations. Bon, ça mettait un peu le bordel parce que ça nécessitait du coup de donner droit à un utilisateur formateur d'aller piocher des questions uniquement sur certaines catégories ou au niveau système. Ces catégories, ces banques de questions ne servaient qu'à ça. Et puis, en termes de compréhension, les utilisateurs étaient un peu paumés parce que déjà, ce système de contexte et de strat, c'était pas forcément évident à comprendre. Alors, ce qui a été fait, c'est que sur cette version 5.0, c'est qu'on a complètement supprimé toute la partie banque de questions qui rayonne au niveau de la catégorie et banque de questions qui rayonne au niveau du système. Maintenant, les banques de questions sont entre guillemets, des activités qu'on va pouvoir exploiter uniquement quand on est dans un cours. D'accord? Et par contre, ce qui a été fait, c'est qu'un utilisateur qui est formateur dans différents cours va pouvoir aller piocher ses questions dans les cours pour lesquels il est formateur, sans forcément à ce qu'on lui rajoute en fait des capacités particulières par rapport au rôle qu'il a. Donc ça, c'est un point qui est intéressant. Alors ça se fait comment? Si je vais dans plus banque de questions, alors déjà par défaut, vous voyez que au niveau de l'ergonomie, il y a des choses qui changent. J'ai banque de questions dans ce cours. Donc là, j'en ai créé deux, hein, banque de questions. Je ne sais pas pourquoi j'en ai créé deux comme ça, mais j'en ai deux. Et puis j'ai un test actuellement dans ce cours. Donc je retrouve en fait ce que vous connaissiez déjà, c'est-à-dire la banque de questions qui rayonne au niveau du cours et en dessous, la banque de questions qui rayonne au niveau d'un test. D'accord? C'est ces deux éléments qui restent, qui conservent. On n'a plus la possibilité dès là maintenant d'aller piocher en fait des choses qui se passent même en tant qu'administrateur. La strate en fait catégorie et système n'existe plus. Alors c'est plus parlant quand on est dans un test. Si je rentre dans un test, et que je rentre dans les questions, bah là je suis allé piocher en fait des questions qui appartiennent à des banques de questions différentes. Donc vous voyez que là j'ai des questions qui appartiennent à cette banque-là, et puis j'ai d'autres questions qui appartiennent à une autre banque. Alors pourquoi il y a marqué banque de questions partagée au niveau du système? C'est pas qu'elle rayonne au niveau du système, c'est juste que quand j'ai fait une sauvegarde restauration du cours qui était en 4.5, il est allé chercher toutes les questions qui étaient exploitées dans mon cours qui étaient au niveau système et il en a créé, il les a répliquées. Mais ces questions-là, maintenant, cette banque de questions-là, sont stockées dans le cours correspondant. Donc, il faut vraiment comprendre ça. Maintenant, il n'y a plus de strates au-dessus de catégories enfin, au-dessus du cours. Il n'y a plus de catégories et systèmes. C'est vraiment que dans le cours que ça se passe. Et donc là, typiquement, bah, si je vais rajouter, alors si je rajoute une question directement dans mon test, elle va apparaître comme ça, c'est-à-dire que je l'ai créée dans le cas du test, d'accord? Donc elle n'est pas reliée à une banque de questions. Par contre, si je vais chercher une banque de questions, par défaut, il va me proposer celle qui correspond au test, mais je vais pouvoir cliquer sur changer de banque de questions, et là, je vais aller chercher
les banques de questions correspondant à des droits qu'on m'a octroyés par rapport au rôle que j'ai dans les autres cours dans lesquels il y a ces banques de questions qui apparaissent. Donc là, je vais pouvoir aller piocher des choses qui vont être, par exemple, la banque de questions d'un autre cours, et je vais pouvoir en fait appliquer le filtre. Alors, hop, il n'y a rien du tout sur cet élément-là, je vais aller le chercher ici. Voilà, positionnement par exemple, appliqué, et je vais récupérer toutes les questions qui sont propres en fait aux banques de questions qui rayonnent dans le cours que j'ai sélectionné. Et je vais pouvoir en fait aller les sélectionner de cette manière-là, et automatiquement, quand je vais rajouter cette question-là, positionnement, bah, je vais la voir en fait qui va apparaître directement sur mon quiz en indiquant à quelle banque de questions fait référence cette question qui a été ajoutée. D'accord? Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui est beaucoup plus simple à mettre en place. On a tout simplement quelque chose qui rayonne au niveau du cours uniquement. Si je suis formateur de différents cours, j'ai un accès aux différentes banques de questions et je peux comme ça aller choisir comme je le veux. Euh, Pareil, si je retourne sur ajouter une banque de questions, il y a des filtres qui peuvent être ajoutés. Alors, je peux rajouter des conditions et on a plein de petites conditions qui sont disponibles maintenant, l'état de la dernière version, le tag, la date de modification, créé par qui, le type de question. Et je peux comme ça aller plus facilement chercher des questions dans les banques de questions et aller aussi plus facilement aller sélectionner les questions qui m'intéressent à intégrer à mon quiz. Voilà l'élément qui concerne la banque de questions qui est quand même assez important. Alors, j'ai pas testé, hein, mais quand on migre en fait une version 4.5 vers une version 5.0, il y a un certain nombre de choses qui se mettent en place et je vous dis, je pense qu'il va répliquer les banques de questions qui rayonnaient au niveau système et catégorie dans le cours lui-même. Donc, il y a des petits tests à faire quand même quand on fait cette migration, c'est de valider qu'on retrouve bien en fait tous les éléments comme on le souhaite et qu'il n'y ait pas de perte en fait de questions. Normalement, c'est le cas. Pour être tout à fait honnête, je ne l'ai pas du tout testé, mais en tout cas, ce que j'ai vu, c'est qu'en dupliquant, enfin, en sauvegardant un cours et en restaurant ce cours-là dans Moodle 5.0, j'ai bien les banques de questions qui rayonnaient au-dessus du cours qui s'affichent avec les questions à l'intérieur. Ok, alors après, il y a des choses qui se passent au niveau de TinyMCE. On a des choses qui ont été mises en place. Alors pour TinyMCE, sachez que, encore une fois, ça devient l'éditeur par défaut. Alors si je rentre sur une page qui utilise TinyMCE, alors il y a des choses qui sont disponibles, hein. On a la possibilité d'avoir directement. Alors déjà, il y a plus on n'est plus bridé avec TinyFCE sur le JavaScript qu'on peut intégrer. Avant, Atto en fait permettait d'insérer du JavaScript. Maintenant, sur TinyMCE, on a la possibilité, les balises en fait qui correspondent à des balises JavaScript ne sont plus filtrées. Alors on peut bien entendu au niveau sécurité quand même effectuer des actions pour le brider, mais par défaut c'est plus le cas. C'est-à-dire que maintenant on a la possibilité d'intégrer du JavaScript. Si j'insère quelque chose, j'ai directement, enfin un média, j'ai directement la possibilité d'avoir le glisser-déposer. Avant, je tombais sur le consulter le dépôt, il fallait que j'aille chercher en fait cet élément-là. Maintenant, je peux directement faire un glisser-déposer ici. Je peux bien évidemment toujours ajouter l'URL en intégrant l'URL de cette manière-là. Si j'insère une image, il y a des choses qui ont été faites par rapport à l'accessibilité. Donc si je prends une image qui est sur mon ordinateur en faisant glisser-déposer, je vais avoir la possibilité d'écrire cette image avec un contenu, enfin en tout cas une limite de mots directement. Je peux bien évidemment toujours faire en sorte d'expliquer que cette image est une illustration et qu'elle n'apporte pas d'informations à des personnes qui sont en situation de handicap. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui peut être intéressant. Si vous utilisez un outil qui permet de vous enregistrer. Donc c'est le cas ici, si je m'enregistre un petit peu et que je termine l'enregistrement, j'ajoute l'enregistrement, j'ai le player qui va s'afficher ici. Si je resélectionne ce player-là, je vais pouvoir réintervenir dessus et là, je vais avoir des choses des coches qui vont être faites, qui vont être mises en place et qui vont me permettre de choisir quels éléments vont se faire, comment ça va se comporter. Alors pour l'instant, on est toujours un peu limité. Si on voulait par exemple qu'avoir le player et pas avoir la timeline, on ne peut pas. Mais sachez que on a cette possibilité-là quand même de, par défaut, faire en sorte que les choses s'exécutent automatiquement. Donc sans connaissance en informatique, on a déjà ces coches en fait qui permettent d'exécuter. Avant, il fallait rentrer dans le code et aller rajouter les éléments correspondant à ce qu'on souhaitait avoir. Notification, c'est bon, je l'ai mis en place, les tris, etc. Alors, on a aussi la possibilité
je m'éloigne un peu du cours, même si ça y touche. On a la possibilité de dupliquer un rapport maintenant. Quand on crée un rapport, on a la possibilité ici de le dupliquer. Alors, ne vous formalisez pas pour l'instant, je ne sais pas pourquoi. La traduction française, c'est pas dupliquer le rapport, mais c'est rapport à double. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, moi, je l'ai corrigé localement sur mon instance. Et quand on duplique le rapport, ben, on va dupliquer en fait exactement le rapport, ce qui n'était pas le cas avant, et donc ça générait quand même pas mal d'actions, enfin à refaire le rapport, c'était quand même pas forcément évident. Au niveau comment ça s'appelle, de l'application mobile, il y a des choses qui ont été faites, notamment sur H5P. Si je retourne dans mon cours et que je souhaite insérer un H5P sous forme d'iframe, là, je vais sélectionner une page. Hop là, ressources, page. Je vais pouvoir, par le biais de ce bouton-là, insérer un H5P. Je vais parcourir, je vais aller sur la banque de contenu. Je sélectionne. Ben là, je vais avoir sur l'option d'affichage la possibilité de dire que l'utilisateur, on autorise sur la version mobile à ce que directement l'iframe s'exécute. Là où normalement, vous aviez un espèce d'encart H5P qui s'affichait et l'utilisateur devait cliquer dessus pour l'exécuter. Donc là, directement, on a la possibilité d'avoir sur la version mobile l'activité qui s'affiche directement. Ok, eh ben, écoutez, je crois que j'ai fait le tour sur tout ce qu'il y avait à voir, me semble-t-il. Alors, il y a des choses, je ne suis pas rentré dans le détail, hein, notamment la partie OpenBash 3.0. Bon, c'est juste, en fait, c'était déjà le cas sur la 4.5, mais sachez que il y a une amélioration en continu sur cet aspect-là. Font Thompson, c'est ce qui permet d'avoir des icônes un peu particuliers, ça a été épuré. On a aussi, je vous en ai parlé de Bootstrap 5, bah, il y a toute la partie JavaScript qui est rattachée en fait à cet environnement qui est aussi pris en charge. Il y a des petites choses qui ont été changées au niveau de Big Blue Button. Par exemple, sur Big Blue Button, vous avez la possibilité maintenant, quand on insère un Big Blue Button, on a la possibilité de noter directement ce Big Blue Button sur le carnet de notes, ce qui n'était pas le cas avant. La duplication des rapports, j'en ai parlé. Voilà, alors les fonctionnalités supprimées, j'en ai parlé également. C'était la partie éditeur Atto. Les changements fonctionnels, j'en ai parlé aussi sur la notion. Alors oui, si, quand vous créez un cours, le nom du cours était limité en caractères. Maintenant, vous êtes limité à 254 caractères, qui vous permet de créer des titres beaucoup plus longs. Et je pense que c'est tout. Il y a des choses qui ont été faites au niveau de la performance en supprimant ou en créant des bases intermédiaires qui permettent d'avoir en fait un contenu plus facilement récupérable et donc plus efficace. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben, je crois que c'est plus ou moins tout. Voilà, donc j'ai fini. J'en ai fini. Après, c'est des choses qui sont pas forcément très intéressantes. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ce que je vous ai montré. Et je ne sais pas s'il y en a, On Taya, n'a pas eu tu... de questions dans le chat. Ok, bah super. Bah, très bien. Écoutez, c'est que c'était clair, j'imagine. Donc bah, n'hésitez pas hein, si vous avez des Alors, questions a posteriori. Comment? oui, tout à fait. Version Workplace? Version workplace. Alors la question c'est, est-ce que ça existe sur Workplace, la 5.0? Oui. Ah oui, alors oui, oui. Alors la 5.0, je crois qu'elle est sortie il y a un mois de ça. On a prévu de faire un webinaire dessus. Donc effectivement, alors, il y a des fonctionnalités qui sont propres à Moodle Workplace. J'en parlerai directement, mais c'est la possibilité d'inscrire directement maintenant, de faire en sorte que faire de l'auto-inscription dans un programme, toute une gestion par rapport au manager. Il y a des règles dynamiques qui changent, il y a des rapports qui apparaissent, etc., etc. Alors, je ne l'ai pas noté, celle du webinaire pour la Workplace 5.0, mais on vous le passera assez rapidement. Alors, par rapport d'ailleurs, je vais juste ouvrir ce petit document pour vous montrer les prochains webinaires et puis nos prochaines actions de communication. Les plugins du moment, ça c'est le webinaire dans une quinzaine de jours, hein, où l'idée ce sera de vous présenter bah, les différents plugins qu'Innovation a fait, puis les plugins qui nous semblent intéressants de connaître sur Moodle, qui sont proposés par la communauté. On est présent au Moodle Moot, alors vous voyez que
Bon, c'est un peu, mais bon, si vous êtes au Moodle Mood, vous n'aurez pas forcément la possibilité de voir le webinaire, mais en fait, on est sur deux fronts en même temps. Donc, webinaire pour les plugins, et puis on est présent au Moodle Mood à Paris. On va être présent aussi à Édimbourg pour le Global Moot. On sera présent au Learning Show à Rennes en octobre, et on participe aussi au Learning Technology les 28 et 29 janvier prochains. Voilà. Et ben, je crois que c'est On a une tout. question sur les autres nouveautés sur les rapports. Est-ce qu'il y a d'autres choses à part la duplication? Non, il n'y a pas grand-chose à part. Alors c'est surtout le travail qui a été fait et surtout concerne surtout en fait la version 4.5 avec la possibilité d'avoir des rapports sur les compétences, des rapports sur les éléments de contexte, etc. Mais sur la 5.0, rien du tout, à part la duplication du programme. Donc je vous invite soit à aller voir en fait les notes de mise à jour de la 5.0, soit j'avais fait un webinaire dessus et j'avais présenté les différents rapports correspondants, mais en tout cas sur cette 5.0, on a rien de particulier par rapport à ça. Très bien, mais merci beaucoup Benoît. On va pouvoir arrêter là et on se retrouve donc la prochaine fois le mardi 1er juillet à 11h.